Bienvenue à tous et à toutes. C'est moi, Janie Degré-Pelletier, doctorante en neuropsychologie, qui ai la chance de vous présenter la toute première série du nouveau balado sur le spectre. Pour la première série, Conversation avec une personne autiste, vous pourrez découvrir 4 épisodes dans lesquels divers sujets sont abordés, tels la parentalité, le diagnostic, les relations amoureuses et les intérêts et passions. Comme son nom le laisse entendre, la série a pour but de donner une voix aux personnes autistes en initiant une conversation avec elles et des chercheurs du domaine pour démystifier ce qu'on pense de l'autisme. Lors d'une brève discussion, on tente de faire rencontrer le vécu des personnes autistes et ce que la science nous dit sur le sujet. Pour le premier épisode, on a la chance de discuter de la parentalité en autisme avec Valérie Jessica Laporte, la créatrice de contenu derrière Bleu et Atypique et Femmes autistes, et avec la professeure Isabelle Courcy. Dans l'épisode, elle se penche sur les défis qui peuvent être rencontrés en étant autiste dans les différentes étapes de la parentalité, de la grossesse à l'éducation des enfants. Je vous invite donc à écouter cet épisode et à découvrir les merveilleuses personnes qui y ont participé pour en apprendre davantage sur l'autisme. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Janie et je serai l'animatrice pour l'épisode d'aujourd'hui, donc le premier épisode du balado sur le spectre. Donc, pour le premier épisode de la série Conversation avec une personne autiste, on aborde le sujet de la parentalité chez les personnes autistes. Donc, pour parler de ce sujet aujourd'hui, on a deux super invités. Donc, tout d'abord, on a Valérie Jessica Laporte. Donc, si vous êtes abonné à TikTok, Instagram, vous avez peut-être vu ces vidéos passer. Sinon, je vais laisser Valérie se présenter rapidement. Donc, tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour que les gens sachent un peu plus de toi. Rapidement, je suis maman de 3 enfants de 21, 19 et 17 ans. Je suis designer graphique, photographe, auteur. Puis je fais énormément de sensibilisation sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes à propos de l'autisme, des différences, des handicaps, de l'inclusion et d'autres sujets en périphérie. OK. Puis depuis quand tu sais que tu es autiste? J'ai 45 ans et je l'ai su à 38 ans. Je savais que j'avais quelque chose. C'est juste que Mhm. je savais pas c'était quoi, comment ça s'appelait. OK. Fait que c'est à 38 ans que tu t'es dirigée pour avoir plus d'informations sur ça, avoir le diagnostic. Ouais, ben on a fait un différentiel complet, là. On n'a pas juste fait ça parce que dans le fond, moi, je connaissais pas ça. Donc, on a vraiment fait le tour de tout. Et c'est ça, ça a été plus clair, là. C'est ça qui a ressorti le plus, ce diagnostic-là. Il y a eu d'autres petites choses en parallèle, mais c'est le diagnostic d'autisme qui était comme, disons, le gros bloc. Le reste, c'est toutes des choses que je savais pas mal. OK. Puis comment t'es arrivée? C'est sûr que là, j'aimerais ça un peu plus savoir sur toi. Après, je présenterai notre prochaine invitée. Donc, ça a été quoi le processus? Tu t'es dirigée vers là? Est-ce que tu le savais depuis longtemps? T'avais des Ben, doutes? moi, c'était clair que j'avais quelque chose et je ne connaissais absolument pas l'autisme, mais pour moi, c'est pas ça que j'avais. C'est au camping qu'il y a quelqu'un qui m'a approché, elle a décidé qu'elle allait devenir mon amie. Et j'en avais pas à ce moment-là des amis. Elle travaille là-dedans. Elle a dit qu'elle l'a vu tout de suite. Elle m'a décrit tout ce que j'avais fait en jouant à pétanque avec mes enfants, qui avaient donné des indices comme quoi j'étais autiste, la façon que je lisais, comment je parlais à mes enfants, comment je me plaçais quand je jouais, qui est tout plein de détails qu'elle m'a nommé. Elle dit, elle, je vais être son amie. Alors, elle est devenue mon amie. Puis, à un moment donné, autour d'une soirée, au feu, tout ça, elle a commencé à aborder le sujet. Elle a dit pas neurotypique. Écoute, nouveau mot, aucune idée de quoi elle parle. Là, on était comme quand même fatigués, là. Elle m'a fait faire un genre de mini questionnaire sur Internet que j'avais même pas à quoi je répondais, mais tu sais, ça a coché 100%. Puis là, elle OK. dit, faut que tu passes des tests. J'ai dit, non, 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 je veux pas. Puis ils vont me surveiller. Puis j'ai des enfants. Puis c'était comme la grosse panique, là. Je voulais vraiment pas que mon diagnostic ça. Elle dit, tu sais pas, mais on peut faire des tests au privé. Puis si Mhm. s'ils considèrent que t'es pas un danger, que tu vas pas tuer du monde, ils auront rien à dire à personne. Puis effectivement, quand il y a une bébête dans la maison, j'en sors dehors idéalement, tu sais. Je suis pas très dangereuse. Donc, j'ai dit, OK, si je veux garder ça pour moi, c'est bon. Alors là, je me suis dirigée vers une ressource privée que j'ai payée et j'ai voulu faire vraiment un différentiel complet pour avoir un portrait vraiment là, en détail de mes défis, les choses plus fortes. Et ça m'a Mhm. donné comme tellement une autre vision de moi, là, beaucoup plus positive. Ça a changé complètement ma façon de me percevoir. OK. C'est génial. Puis ça a vraiment été positif au final pour toi, là. Donc, Pas sur le coup, mais
Il y T'as a eu fait comme, j'ai comme, quoi? Mais ouais. après, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu sais, je suis tombée sur quand même quelqu'un de bien, qui a fait un bon travail complet, puis qui a pas juste fait, voici, cet handicap-là, c'est pas ça. C'est vraiment, la personne a su aussi relever les forces, puis me dire, regarde tout ce que tu as mis en place pour que ça fonctionne. Ça, c'est les grosses affaires sur lesquelles tu peux miser. Tu sais, elle a rendu ça vraiment plus comme un gros coffre à outils que comme juste une, Un comment ça mot, s'appelle? une étiquette. Une condamnation, c'est le mot que je Mmh, cherchais. ouais. À te montrer vraiment le profit. Puis, en fait, pour peut-être les personnes qui seraient en train de se questionner sur ça, sur ce processus-là, c'est qui t'es allé voir exact? Pas besoin de nommer la professionnelle, mais t'es allé au privé, c'est qui Ouais. t'a c'était un Moi, j'ai psychologue? rencontré une neuropsychologue, OK. puis ça a duré vraiment beaucoup d'heures, là. La Mmh. facture, elle a 10 heures. OK. Il me semble, à peu près. Et il y a un gros rapport et on a fait beaucoup de tests. On les a pas tous faits parce qu'il y en a que d'emblée, on a éliminé, qu'on a dit ça, tu sais, il n'y a aucune chance parce qu'elle pose quelques questions avant de faire un test. Mais dès qu'il y a un petit soupçon, là, il y avait une liste de tests, là. OK. Et alors, on a fait plein de tests de toutes sortes d'affaires. Puis Ouais. à la fin, ben, ça a donné ça. Puis elle t'a vraiment expliqué un peu plus ton fonctionnement, tes forces, tes Oui, difficultés. j'en OK. revenais pas. Donc, ça a ressorti que c'était au final, oui, une étape à franchir, quelque chose de nouveau. On t'annonçait quelque chose, mais c'était positif pour la suite au final. Ouais, ben, elle m'a montré c'était quoi les outils dont je me servais déjà bien pour compenser et qui pouvaient m'aider Ouais. à aller plus loin. Et c'est des outils que j'avais pas conscience nécessairement d'avoir. Puis là, j'ai OK. misé plus là-dessus, puis ça m'a aidé. Mais tu sais, après ça, j'ai Parfait. rencontré une psychoéducatrice, tout ça, un psychiatre, tu sais, j'ai comme, c'est pas juste elle que, tu sais, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait de la réadaptation, j'ai fait plein d'affaires autour, là. Puis OK. après C'est ça rentrée après. ouais. Donc, pour la deuxième invitée pour l'épisode d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir la chercheure Isabelle Courcy. Donc, Isabelle est professeure à l'Université de Montréal. Donc, Isabelle, tu mènes des projets en autisme. Dans le fond, c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Donc, voudrais-tu nous parler un peu plus de c'est quoi tes champs de recherche, tes champs d'intérêt aussi en recherche? C'est quoi un peu que tu fais dans le domaine de la recherche en autisme, en fait? Oui, merci Jenny, merci pour l'invitation, merci Valérie pour le partage. Moi, je suis sociologue, donc je m'intéresse à tous les aspects sociaux entourant en fait l'expérience des personnes autistes. Donc, ça peut aller autant au niveau de l'organisation des services qui leur sont offerts que de leur expérience quotidienne, leur vie de tous les jours, leur façon de voir, d'appréhender le monde. Donc, c'est à différents niveaux. Mais donc, mes recherches vont porter sur plusieurs thématiques comme la qualité de vie, peut-être l'expérience de stigmatisation que peuvent malheureusement vivre des personnes, leur parcours de vie, leurs expériences en emploi, et tout ça avec les multiples facettes, là, autant au niveau individuel, comment les personnes se présentent, se définissent, se représentent dans l'espace social, mais aussi comment la société s'arrime, s'adapte aussi à ces nouvelles réalités-là, puis laisse de la place, je pense, de plus en plus, justement, ces nouvelles paroles qui émergent des adultes autistes. Super! Donc, ça vient vraiment bien se mouler au sujet d'aujourd'hui. Donc, Valérie, est-ce que tu avais une question? On dirait que Ah non. non, je répète certains mots qui me plaisaient, désolée, mais je fais Ah, pas de bruit en le disant. c'est parfait. Je me demandais juste si tu avais une question. Mais Valérie, là, elle dit la parole qui émerge, puis là, tu sais, j'aimais ça, je trouvais ça. Oui. mais oui, parce on entend de plus en plus, en fait, des personnes qui prennent la parole comme toi, individuellement ou encore via des groupes, des collectifs, hein. C'est une parole qu'on entend de plus en plus depuis les dernières années. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très positif puis qui amène également des changements dans les différentes sphères de vie. Et, euh, et là, ce matin, mais on parle de la parentalité. Hein, c'est quelque chose, c'est une réalité que peut-être encore plusieurs personnes n'ont peut-être jamais pensé. Euh, mais oui, hein, Valérie, on peut être maman, on peut être parent et Mhm. autiste aussi. Oui, ça se passe pas nécessairement de façon typique, mais oui. Ben, c'est justement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, savoir un peu
ben, comment ça se passe être parent et être autiste. Donc, c'est ça le sujet de l'épisode aujourd'hui, plus précisément. Donc, on va un peu plus aborder comme du passage vu qu'on de toi, Valérie, que tu es maman. Donc, comment s'est passé les premiers débuts, donc la grossesse, comment ça s'est passé, donc vraiment faire le processus. Puis aussi, ben, avec les enfants par la suite, comment ça se passe également. Donc, OK. pour commencer, en fait, Valérie, j'aimerais savoir comment la parentalité est entrée dans ta vie. Il n'y a pas eu l'idée de devenir parent du tout. En fait, c'était une surprise. Sauf OK, que cette surprise-là, si je regardais les dates, elle tombait dans le milieu de ma dernière session de cégep. OK. Donc, ça voulait dire que très peu de temps après, j'étais à même de faire survivre un enfant dans des conditions où est-ce que je pouvais l'alimenter correctement, Mhm. le vêtir correctement, dans le fond, répondre à ses besoins physiques. Ouais. Donc, quand j'ai vu ça, ben, j'ai décidé de le garder Mhm. parce que ça se pouvait. C'est pas comme si, mettons, il était arrivé dans un contexte complètement dangereux. Ouais. Donc, j'ai décidé de le garder et c'est arrivé comme ça. C'était une surprise. Ben, en fait, tu sais, c'est sûr, je prenais la pilule, tout ça, mais tu sais, dans ce temps-là, je me disais, ah, la pilule, ça marche pas, ça va pas fonctionner. Mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, avec le recul, je me rends compte que je suis vraiment pas toujours régulière dans toutes mes affaires. J'ai très certainement oublié. J'ai beaucoup de difficultés à comme gérer mes propres affaires. On dirait que je suis bien bonne pour gérer le monde, même gérer moi, c'est là. C'est plus difficile. Ouais, c'est ça. OK. Donc, Fait que c'est arrivé comme une surprise, disons. C'était pas ouais, planifié. c'est ça. Mais est-ce que quand c'est arrivé, que tu as vu que tu étais enceinte, tu t'es dit, oui, OK, il peut vivre dans un environnement, il va être secure. C'est Donc, ça. j'y vais, je fonce. C'est ça. C'était OK. vraiment ça. Dans le fond, c'était mathématique comme décision, là. Il n'y avait pas de décision émotionnelle. C'est OK. est-ce que les facteurs sont là pour que je puisse donner une vie saine à un autre être humain? Oui, il n'y a pas de raison pour moi d'empêcher cet être humain-là d'exister selon, tu sais, je veux dire, chacun va comme il sent, là. Mais moi, Mhm. c'était ça on va dire mon critère. Ton raisonnement à l'arrière de ta décision. OK. C'est ça. Puis par la suite, tes autres grossesses, parce que tu as quand même eu 2 autres enfants, est-ce que ça Ouais. a été un peu plus émotionnel ou C'était très différent. Le premier, dans le fond, moi, j'étais toute seule à avoir mon nom sur l'acte de naissance pour le premier, finalement. Mhm. Et je l'élevais seule et j'avais pas l'intention d'être en couple. Et là, j'ai rencontré, c'est quand on cherche pas, des fois, ça va mieux, là. Là, j'ai rencontré quelqu'un, mais ça a été comme un morceau de casse-tête, là. OK. Et là, ça faisait vraiment bien. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui voulait des enfants, tout ça. Puis là, on en a eu 2 autres. Puis c'est sûr que la première grossesse s'était extrêmement mal passée, autant au niveau de la grossesse que de l'accouchement. Et il m'avait beaucoup, beaucoup rassurée de « Je vais être là, puis inquiète-toi pas, puis je te le dis que je connais ça, puis que je sais où t'amener, puis tu vas voir, ça sera pas... » Oui, j'avais confiance en lui. En même temps, c'est rarement comme les gens disent, même s'ils sont pleins de bonne volonté. Mhm. Surprenamment, il avait raison. C'est fou, là! Il m'a amené vraiment à un autre hôpital pour mon suivi. C'était loin, ça faisait de la route. Même que, tu sais, il a fallu déclencher au troisième enfant parce que c'était vraiment loin de chez nous. Puis, il n'était pas question que j'accouche ailleurs. OK. C'est toute la différence, là, entre un traumatisme violent et un léger traumatisme. OK. Parce que tu décris comme un peu l'accouchement comme un léger traumatisme. Le dernier, mais le OK. premier, Le c'est premier, violent, là. c'était. C'était Ouais. épouvantable. Ça n'a On pas de pourra en sens, là. reparler justement un peu Ouais. plus de ta grossesse. C'est sûr que là, ils ont toutes été différentes, je crois, peut-être, Oui. mais comme comment ça Physiquement, s'est non. passé? OK. Ben, physiquement, c'est vraiment la même chose. La première étant un peu plus un choc parce qu'on s'y attend pas. Mhm. Très rapidement, c'est une impression de poison à l'intérieur. OK. Après ça, c'est vraiment un envahissement, mais que tu n'as jamais de pause. Et tu Mhm. es tout le temps retranché. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en dedans de moi et que moi, j'étais poussée dans le coin du mur pour laisser exister comme, j'aime pas le mot monstre, mais c'est la sensation que j'avais. J'étais capable de faire la part des choses entre le bébé, c'est pas un monstre, clairement, je le sais, mais mon ressenti est monstrueux et il y a quelque chose qui me pousse dans mes retranchements. Donc, j'étais comme isolée dans un petit morceau de mon corps à regarder cette affaire-là me pousser. Puis Mhm. ça me faisait mal, beaucoup, beaucoup.
douleurs physiques, autant comme, tu sais, la peau, les côtes, toute la respiration, et j'avais beaucoup de misère, là. C'était un gros envahissement physique. Mhm. Ça a été, c'était vraiment comme j'essayais d'ignorer mon corps, mais c'était quelque chose, là. Ouais, c'était vraiment difficile, la grossesse. On dirait que tu le revis un peu en y pensant, non? Ben, tu sais, hier, il y a juste, c'était dans un mauvais contexte que quelqu'un m'a touché dans le milieu du dos, quelqu'un qui me connaît pas. Mhm. Ça m'a vraiment, hier, hier, ça a sonné la fin de ma journée, là. Et comme j'ai comme eu encore le goût de pleurer, juste c'est passé. Attends un peu. Mais c'est parce que des fois, là, les envahissements sont vraiment intenses. Puis, tu sais, là, je vais m'en remettre d'hier, c'est rien. C'est rien, c'est juste Mhm. le cumulatif d'hier. Sauf que là, t'as pas de pause, là. C'est 9 mois, là. Puis là, ça change. Puis là, tout, là, je veux dire, mes seins, tout, j'ai détesté, là. Tous les morceaux de mon corps, là, c'est comme si ça a développé une haine envers mon corps, là, tu sais, je vais pas développer une haine envers le bébé, là. C'est un Ouais. bébé. Fait que faut qu'elle s'en aille à quelque part, cette haine-là. Puis cette haine-là, elle s'est en allée sur mon corps. Puis je me suis mis à le détester comme je l'avais jamais détesté, là. C'était comme mon ennemi adressé. C'était vraiment intense. Puis, est-ce que cette sensation-là, elle s'est soulagée, comme Non. après? Non, mais Non. pas pendant, mais Non. après, OK. C'est Non. resté Non. après. C'est resté. Puis là, le problème, c'est qu'après ça, ben là, je sais pas si on a déjà passé à ce sujet-là, mais là, le bébé, ben, il voulait être, ben, je veux dire, moi, là, mes décisions, c'était la logique. Allaitement, mieux, allaitement. Puis, il y avait aucun respect dans la façon dont ça m'était présenté non plus, et beaucoup de pression, puis beaucoup d'envahissement physique de la part des personnes qui devaient m'aider. Alors là, le bébé est devenu comme quelque chose qui me suce l'énergie vitale, mais par les seins, et ça faisait extrêmement mal. Mais en même temps, j'avais pas l'affaire que c'est supposé qu'il fasse mal. Fait qu'il y avait pas de raison. Tu sais, dans le fond, ce qu'on me disait, c'est endure-toi, t'as pas, je me souviens plus le mot. Ouais, je n'aime pas le mot. OK, bref. Donc, ça a prolongé ça a exagéré ça de plus en plus. Et là, le corps qui retombait, ben, il me brûlait encore. Ça m'a fait comme plein de plaques, plein d'affaires. Puis, tu sais, le corps, il a vraiment réagi aussi, là. Mhm. Puis là, il fallait que je finisse le cégep. Alors, moi, j'ai manqué 6 jours. Et après ça, j'étais retournée et je pouvais même pas m'asseoir au début. En tout cas, pour des examens. Et là, j'ai fini ma session. Je finis ma session, j'ai tout donné, là. Ça se peut pas donner tout de même, là. Pour finir la session, m'occuper du bébé, travailler à travers, c'était épouvantable. Et en détestant le corps et tout ce qui vient avec. Alors, après ça, j'ai craqué. Et je me suis ramassée hospitalisée en psychiatrie, là. Parce que j'ai arrêté de manger. Ça a été ça ma réaction par rapport à mon corps que ça allait pas. Un mois. Alors là, les jambes, ils sont devenus comme plein de plaques mauves parce que toutes les veines sont mises à péter. Alors là, j'étais allée à l'hôpital et là c'est là qu'ils m'ont envoyé à l'autre hôpital. Ah, ça, c'est vraiment un bout dur. Et en plus, ça c'est... Tu sais, moi, je pensais, je vais aller là, ils vont m'aider. Non, ils m'ont jamais aidé, là. Mais dans le fond, ce qu'ils ont fait, ça a fonctionné. C'est qu'à un moment donné, ils m'ont menacé de placer l'enfant. OK. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais manger. Mais en même temps, ça a été tellement un... Hey, je pensais pas broyer de même. Mais ça a été tellement, excuse-moi, ça a été tellement un genre, faut que tu l'acceptes même si tu veux pas, puis il y a aucune aide pour que ça marche. Qu'après ça, le rapport au corps s'est jamais placé parce que c'était comme, on te force, tu sais. Ah, excuse. Ils Mais, t'écoutaient pas là-dedans. ah non, Est-ce mais il y a personne qu'Isabelle qui m'a surveillait? aidé, là. Ça a été juste, ils m'ont mis là, puis j'étais surveillée, il y a eu aucune aide, là. Aucune aide psychologique, rien. C'était juste, ben regarde, gère-toi, puis quand tu te géreras, tu sortiras. Ouais. Isabelle, est-ce Aïe, que tu Il y a, voulais... il y a tellement d'éléments tellement importants que tu nous partages, Valérie. Je vais, je vais partir du début, puis au début de ton histoire, tu sais, ce que j'entendais beaucoup, c'est, on sait que les normes sociales de la maternité sont très contradictoires, puis il y a, de façon générale dans la société, il y a comme une pression de la bonne maternité qui font que les aspects plus tabous, puis les aspects plus difficiles, on n'en parle pas. Puis souvent, les femmes ont même honte de les ressentir, mais tu sais, c'est pas vrai que tout le monde est
Non. heureuse, épanouie de la grossesse. Au contraire, il y a plusieurs femmes qui, pour plein de raisons, euh, ne vivent pas cette période-là comme étant un émerveillement et un enchantement, et ça n'a absolument rien à voir avec la capacité qu'elles auront d'être mères et d'être là pour un enfant. Donc, c'est vraiment cette expérience corporelle qui peut être complètement à l'opposé, en fait, de ce qu'on nous a présenté toute notre vie, hein, dans les médias, dans les magazines féminins, comme étant, wow, la plus belle réalisation. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que c'est vécu par plusieurs personnes. Et quand on se met dans l'expérience que tu as tellement bien décrite d'une personne qui peut vivre des sensibilités, des hypersensibilités peut-être plus grandes que d'autres personnes, ou le sentiment d'envahissement par un toucher non consenti, non désiré ou non prévu peut vraiment être une microagression, une violence. Pas Mais une micro. Non, non, c'était pas micro, une très grande c'était... agression, là. Ouais. Merci de me le préciser. Une très grande agression, un envahissement total, en fait, Ouais. de ta personne. Alors, on se rend compte que ben, la grossesse, euh, cet aspect de la maternité peut vraiment être envahissant. Et tu as utilisé le mot tellement juste qui était c'est de tous les instants, hein, c'est sans arrêt. On peut pas être là, je suis enceinte, j'arrête 5 minutes, puis je recommence après. C'est ça, c'est ça. C'est de tous les instants, c'est sans arrêt. Et donc, cumulé à cette expérience d'envahissement, ben, on comprend bien dans quel état on peut aller. Et donc, c'était le premier point, en fait, qui m'a vraiment m'a fait raisonner à qu'est-ce qu'on sait dans les études qui sont peut-être un peu plus critiques, justement, sur l'expérience de la grossesse, puis toutes les représentations sociales qui causent des tabous, qui causent des hontes, qui fait qu'on n'en parle pas nécessairement non plus. Et, et qui justement peut nous amener dans toutes sortes de situations qui se construisent et même participer à un développement d'un sentiment de détresse, comme tu l'as dit, de certains comportements, d'essayer de reprendre un peu de contrôle sur sa vie, sur les aspects où on sent qu'on peut avoir un peu de contrôle, mais et là, on arrive dans autre chose, hein, Valérie, tu nous as parlé du soutien qui n'est pas adéquat. Non, non. Des gens qui sont là. Au contraire, ton conjoint, hein, tu disais que, bon, lui a été d'un soutien très, très important dans le suivi que tu as eu pendant ta grossesse, mais une fois le bébé arrivé, bon, d'autres stimulations Non, mais corporelles. Oui, vas-y. même durant la grossesse, c'est pas quelqu'un qui est émotif, OK, ou qui va... Tu sais, si je suis en détresse, il va pas tomber en détresse aussi, là. Lui, il est comme mode solution. Et ça, moi aussi, et j'aime vraiment cet aspect-là. Donc, c'est sûr qu'au niveau du soulagement physique, il y avait plusieurs idées qui rendaient ça moins pire. Donc, ça m'a permis, tu sais, que ce soit moins pire avec le corps. C'était très difficile aussi, mais tu sais, il y avait moins de douleur, là. OK. Parce que ça fait mal à un moment donné. Puis tu sais, quand je donne des conférences, puis il y a une conférence que je donne sur le sensoriel, tout l'aspect sensoriel, puis celle sur l'anxiété aussi, où est-ce qu'il y a un des points que je ramène souvent, c'est l'importance des pauses. Mais là, t'as pas de pause. Tu le disais dans le milieu de ton intervention. Il y a jamais eu quelqu'un qui a vraiment été garde. Inquiète-toi pas, on va partir dans on va dire, espace sécuritaire, OK? Où est-ce que tu peux dire tout ce que tu ressens, puis je vais pas, mettons, soit le noter ou ou te le mettre ou ça va pas te mettre en danger. Dis juste tout, puis on va essayer de trouver des solutions. Il y a personne qui a fait ça. Il y a personne qui m'a dit, garde, c'est sécuritaire. Oui, la neuropsy quand j'ai passé, moi. Mais jamais avec mes enfants. J'ai jamais eu cette possibilité-là de vraiment dire la vérité sur les défis que j'avais parce que j'avais pas trop peur qu'on me l'enlève. Puis moi, je savais que j'étais capable de faire un méchant bon travail. Puis personne n'allait pouvoir faire un travail comme j'allais pouvoir faire. Fait que, tu sais, il n'était pas question, là. Puis ça, ben, on s'entend, c'était quand même, tu savais que tu avais des différences, puis clairement, dans le système que tu étais, ils voyaient qu'il y avait des choses, qu'il y avait des difficultés, mais ils prenaient pas ça pour justement t'aider, puis au contraire, ils faisaient juste, Non, c'est ben, on ça. va te donner des choses pour que puis tu puisses le faire au final, puis pas t'écouter toi, puis savoir ton vécu à toi, puis comment
parce qu'au final, on s'entend que tu es une maman, oui, c'est correct puis tu es une personne à part entière, là, c'est correct que l'enfant doit bien aller, doit avoir les bons soins, mais il faut aussi que toi, tu ailles bien pour lui donner les bons soins, tu sais. Fait qu'ils se sont un peu focusés sur le bébé au final, de ce que je comprends. Ouais, sauf que il y avait clairement les bons soins, là. Au final. Moi, c'était un désastre, là. Tout tombait, là. Mais le bébé, écoute, il y a une madame, à un moment donné, qui avait osé me passer un commentaire au centre d'achat, puis j'avais dit, écoutez, cet enfant-là, là, comment j'avais sorti ça? J'ai dit, il y a plus de stimulation intellectuelle que toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie. Et j'ai Ouais. dit, ça va être correct. Et Ouais. comme, j'avais ma façon bizarre de faire, mais, tu sais, premièrement, en tout cas, au niveau, il n'y a rien manqué physiquement. Ouais. Puis, moi, tu sais, à part quand je prenais une douche, là, il n'y avait pas la télé ouverte ou quelque chose. Et c'était, au début, j'avais même pas le câble de toute façon. Fait, bref, j'étais tellement, que maintenant, là, j'ouvrais une porte, là, je disais, je prends ma main droite, et je la mets sur la partie droite de la porte, mon pouce, et mettons, puis là, des fois, je disais par l'heure, des fois, je disais combien de degrés je tournais. Là, je disais, dans le fond, là, ça va servir à l'ouvrir, mais comme vers l'extérieur. J'expliquais tout en détail, là. Puis j'expliquais tout, là. C'était un bébé naissant, là. Puis, tu sais, vraiment, là, toutes les affaires que je faisais, ils étaient pas petite masse d'un coin, là. Non. Ouais. Hey, puis ça a fonctionné. Mais c'est ça, mais en fait, mon point, c'était pas que je pensais que tu avais pas donné les bons soins, pas du tout, Non, mais je sais. plus que, mettons, justement, tu sais, même pour les mamans, là, j'écoutais une émission aussi cette semaine sur ça, sur l'allaitement, puis la pression qui est mise pour l'allaitement, parce qu'on sait donc que c'est la bonne chose à faire, puis c'est le mieux pour le bébé, mais justement, à un moment donné, c'est que toi, dans ta situation, tu sais, puis ça, genre, j'ai vu passer un peu d'études là-dessus sur l'hypersensibilité, puis la difficulté d'allaiter, parce qu'encore une fois, comme tu l'as bien décrit, déjà pendant ta grossesse, tu te sentais envahie, mais ça continuait après avec l'allaitement, Ouais. veux pas. Puis toi, ben, tu te dis, tu veux juste faire le mieux, justement, tu veux le mieux, mais c'était pas le mieux pour toi, c'est le mieux pour lui, mais pas pour toi au final, tu sais. C'est ça. Ben, dans les premiers mois, j'avais vraiment la mentalité de moi, j'ai aucune importance et le bébé a toute l'importance. C'est pas quelque chose que j'ai gardé par la suite pour mes enfants, OK? Après, j'ai vraiment trouvé mon équilibre puis je m'occupe de moi, là. Je suis pas le genre de mère qui s'abandonne complètement puis qui oublie qu'elle existe, là. Mais dès les premiers mois, je trouvais ça plus important parce que, tu sais, c'est comme juste, on dirait que c'est comme, hey, c'est tellement dépendant de tout, là. Ouais. Tout est important, mais tu sais, après, moi, c'est correct qu'il développe ses propres loisirs puis qu'il vive ses affaires de son côté. Ça, de toute façon, je trouve ça bien plus simple pour le développement que le parent qui est tout le temps comme envahissant. Mais les premiers mois, c'est ça, il n'y a pas le choix. De toute façon, tout seul, il va rien faire, il va être sur le dos puis il va être comme, tu sais. Ouais. Si toi, tu fais rien, il se passera rien. Mais c'est pour ça que j'ai oublié que moi, de m'occuper de moi, mais le bébé, là, ouf, je m'en occupais. Puis je sais pas si Isabelle, toi, de ton côté, justement, t'as vu ça dans des études ou quoi que ce soit par rapport à des caractéristiques, des particularités qui sont propres à l'autisme qui vient rentrer en conflit avec l'expérience de la grossesse, de l'allaitement et... Mais on sait que l'humanisation des soins à la base, c'est un défi hein, auquel on fait face présentement. Et, et c'est ça, justement. Donc, dans le contexte où qu'a décrit Valérie, moi, c'est ce que j'entends, plus un- une humanisation des soins qui devrait être peut-être un peu plus de l'avant, mais aussi peut-être des professionnels qui n'ont pas été sensibilisés nécessairement hein, à qu'est-ce que c'est l'autisme, comment pourraient être les façons dont les personnes aimeraient être soignées, être accueillies. Donc, tous ces aspects-là qui, ben, je pense que je mettrais peut-être de l'avant, mais aussi, ce que j'entends dans l'histoire de Valérie, c'est sa crainte de révéler certaines choses, de peur de perdre son enfant. C'est quelque chose qui est pas du tout anodin, c'est une crainte qui est viscérale pour une mère de vivre avec ce sentiment-là. Et dans notre système de soins, dans notre système de santé, de services sociaux qui est fait
pour justement prendre soin de nous, faire attention à notre santé, nous rendre compétents, nous rendre bienveillants par rapport aux autres, par rapport à nos enfants, par rapport à nos proches. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment se questionner socialement sur ça. Comment se fait-il qu'on laisse, peut-être sans nécessairement le vouloir, mais qu'on laisse se construire ces craintes-là chez certaines personnes? Elles ne sont pas issues de nulle part. C'est qu'il y a certains messages qu'on reçoit d'une façon ou d'une autre, peut-être pas nécessairement de personnes, mais peut-être de messages qui véhiculent dans la société qui font que on se dit, oh, je ne révélerai pas peut-être un diagnostic, ou je ne révélerai pas peut-être le fait que, oh, aujourd'hui, je me sens pas très bien, ou je me confierai pas parce que j'ai peur d'être mal comprise et que ça se revire contre moi. Et ça, c'est très questionnant, je pense, et on doit apprendre de ces expériences, de personnes qui sont courageuses, puis qui en font part, puis de voir comment on peut, ben, justement, peut-être changer, adapter, être un peu plus flexible, se sensibiliser, humaniser les soins qu'on offre aussi, et ouvrir à différentes réalités. En fait, il y a peut-être des meilleures façons, des données probantes de prendre en charge certains patients, certaines patientèles, mais aussi, il faut toujours se questionner puis penser à la diversité des expériences des personnes. C'est correct qu'il y a un modèle unique, donc c'est peut-être déjà quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on forme les professionnels, quand on établit des programmes, puis quand on interagit aussi avec les personnes. Peut-être pour clore un peu la grossesse, l'accouchement, puis passer sur plus l'enfant après, j'aimerais savoir peut-être qu'est-ce que comment aurais-tu aimé que le milieu médical, justement, intervienne avec toi? Là, je sais que je pense que la deuxième grossesse, Déjà, c'est mieux passé, mais justement, peut-être la deuxième grossesse, qu'est-ce que tu as aimé, puis qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus pour toi, mettons? déjà, moi, j'avais posé beaucoup de questions avant que ça se passe. Il n'y a rien qui s'est passé comme les questions. OK? Je veux dire, soyez honnête, OK? Dites-nous les vraies affaires, je vais me préparer mentalement. Si c'est pour être une affaire dégueulasse que je vais vivre, tu me le dis, tu vas vivre cette affaire-là, ça va être de même, ça va être la vérité, OK? Arrête de me compter des mensonges. Après ça, réponds aux questions. Soyez patient si on ne comprend pas du premier coup. J'écoute, oui, j'ai beaucoup de questions, mais regarde, là, c'est moi qui est en train de vivre de quoi. Ils sont tellement... juste, quand la personne est bienveillante, même si ça se passe pas bien, même si ça se passe pas correctement, tout ça, on le sent qu'elle est là, fait que ça change toute la dynamique. Il devrait, écoute, je sais, il y a des bénévoles sur plein d'affaires dans les hôpitaux. Tu sais, il y a plein de bénévoles qui font des petits trucs aux enfants, il y a plein de bénévoles. Mais pour vrai, s'il y a des gens qui cherchent, j'ai vu hier passer un spotted de quelqu'un qui voulait faire du bénévolat, OK? Puis j'en vois de temps en temps de ça. Mais imagine, OK, à quel point c'est pas redondant, puis ça doit être valorisant, mais terriblement, d'être bénévole pour accompagner quelqu'un qui va vivre de quoi comme ça. Tu penses-tu? Quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a l'impression comme, je peux-tu juste enlever toute la gestion de ce qui se passe puis te la mettre à toi? La personne a vivrait une expérience extraordinaire de bénévolat qui n'est pas obligée de prolonger toutes les semaines, là. Ça peut être ponctuel, mais s'il y avait des gens comme ça qui pouvaient accompagner les personnes seules, ça pourrait vraiment aider parce que, tu sais, dans les autres accouchements, mon conjoint, quand je disais telle affaire, j'ai dit une fois cette affaire-là, c'est lui qui est rendu le porteur de ce message-là. Je veux du jus d'orange, là, c'est une fois, là. Après ça, lui, s'il a dit 10 fois, puis il trouvait sur un autre étage, puis il le trouve pas, ben, c'est plus à moi, tu sais. Je prends un exemple simple, mais il y avait des exemples beaucoup plus complexes que ça, là. Ouais. Est-ce qu'on pourrait penser à un soutien entre maman autistes, Non, maman ou prochaine maman? non, non, Non? non, non, non. Je pense justement, hier, le rendez-vous, c'est ça, c'était avec ma fille. Puis le problème, c'est qu'on surcharge pour les mêmes choses, pour les mêmes raisons. Quand la madame a levé le ton, là, on a écrasé les deux. Ma fille s'est mise à parler, paniquer d'une manière que j'étais comme, on dirait que c'est moi qui parle. Là, je peux pas, là. On a le même défi. S'il y a des autistes qui sentent vraiment la capacité d'eux, mais je trouve que souvent, les personnes autistes, devant une situation de stress, notre voix va s'accélérer, notre débit va devenir monocorde, il va y avoir
comme quand on est déterminé puis qu'on veut qu'il se passe quelque chose, on va parler comme ça, puis on va être comme puis tu sais, c'est correct. Ça nous permet, moi, je pense que ça nous permet de nous concentrer puis de focaliser sur qu'est-ce qui est important sur le moment. Mais moi, si j'entends quelqu'un parler comme ça, puis que je sais que moi, j'utilise ça quand je vis telle situation, mais tu sais, je le sais, je me reconnais là-dedans. J'aurais plutôt besoin de quelqu'un qui s'en fout un peu, tu sais, ou qui comprend les personnes autistes, mais qui est très... Tu sais, les personnes autistes, on peut vraiment s'aider dans plein de situations, je trouve, avant puis après, pour échange de conseils puis tout ça. Mais je trouve que devant l'élément stresseur, je trouve que c'est moins pertinent parce que on peut vivre le même type de réaction. Fait que là, c'est... Ouais. Mais je pense, je sais pas, Isabelle, si j'avais bien compris ton idée, mais c'est justement peut-être le après, tu sais, comme que il y ait des groupes pour que vous parliez du vécu, puis que justement, tu sais, tu mentionnais que on nous dit pas tout, puis c'est vrai que juste de la façon que toi tu l'as expliqué, t'es pas rentré dans les détails, mais tu dis un peu plus comment tu t'es senti, puis tu sais, j'avoue que c'est peut-être la première fois de mon côté que j'ai entendu un vécu comme ça, tu sais, de grossesse et tout, de comment tu t'es senti de l'intérieur, mais il doit tellement en avoir qui ressentent la même chose, mais qui se disent, ben, je suis pas, c'est pas normal que je ressente ça, tu sais, pour mon bébé qui est en train de grandir dans mon ventre, puis que je me sente, Ouais. mais tu sais, que ça, que ce soit justement dit, puis que les autres mères autistes, mais même justement peut-être des mères qui sont pas autistes, peut-être ressentent la même chose de l'envahissement de leur corps, puis que leur corps change, puis c'est plus leur corps, puis qu'il y ait ça, qu'il y ait justement un groupe, ben pas des groupes nécessairement, mais plus de discussions autour de ça pour qu'on Ben, je pense que normalise. ça commence à exister. Puis, tu sais, Ouais, on parle beaucoup, la technologie, les réseaux sociaux ont énormément aidé. Ce tout à qu'elle fait. disait tantôt, là, la parole, là, j'aimais Ouais, ça. ouais. Euh, puis ça normalise aussi. Puis, tu sais, je suis allée sur des groupes où est-ce qu'il y a des mamans autistes qui parlaient. Tu sais, il y en a qui vivent ça comme juste un genre de, on dirait une fleur, là, qui naît puis qui vole au vent, là. Tu sais, c'est Mhm. pas généralisé, Non. mais, puis il y a des personnes non autistes qui ont vu ce que je vis, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un, tu sais, moi, là, j'ai refait mon diagnostic récemment, là. Tu sais, mon niveau sensoriel, il est au max. C'est sûr, Mhm. tu sais, proprioceptif, tout ça, il tape le plafond, là, niveau Ouais. 3. Là, alors, c'est sûr que cet aspect-là, pour moi, c'est... Mais oui, j'aurais... Mais en Ça même temps, pourrait. ça prend quelqu'un. Tu peux plus te défendre, t'as plus rien, t'es vulnérable. Mhm. Je pense que juste l'idée justement d'être accompagné, puis que ce soit avec une bénévole, justement que dans l'optique d'une monoparentalité, mais on n'a pas l'argent pour se payer une doula ou une sage-femme de toute façon, Mm. mais de justement de Mais pas être seul pour vivre cette épreuve-là, qui est une épreuve quand même de pas mettre. juste monoparental. Pas juste Ouais, monoparental. À un moment donné, le conjoint aussi, là, il est démuni face à ça. Il tout à vient, fait. là, OK, son amoureuse ou peu importe, là, Mhm. là, OK, elle est des hormones, OK? Ça Mhm. fait des mois qu'elle n'est pas du monde, OK? Ouais. Elle a mauvais caractère, elle s'endure pas, c'est comme si c'était dans son top SPM tout le temps, OK? Lui aussi, là, moralement, il est épuisé. Et moi, là, je devinais, là, hey, je te dis qu'il y avait d'affaires à s'atteler de patience. Tu sais, là, c'est facile, c'est une journée et demie par mois que je suis comme vraiment, mais je le nomme, tu sais, c'est comme, là, je m'endure pas. Fait que, fais rien parce que je vais tout prendre personnel, c'est sûr, mais Ouais. après, c'est fini, il y a sa pause pendant 29 jours. Ouais. Mais là, c'est sans arrêt, là. Et le gars, il est brûlé, là. Fait que ça peut être bon dans toutes les autres situations aussi. Je pense que j'aurais eu Ouais. besoin, comme, en général. Parfait, mais sinon, j'entrerai un petit peu plus dans les premières années de vie Ah de ton ouais, enfant. Donc, c'est ça. comment ça s'est passé les premières années? Tu en as parlé un petit peu avec ton premier, la détresse que tu as vécue et tout. Mais Euh, le côté négatif, on l'a vu, mais ouais, il y a d'autres choses, là. oui. OK. Déjà, c'est sûr que mon rapport à l'enfant était complètement différent de ce que je vois ailleurs, OK? Mhm, Si j'y vais, mettons, avec les points où est-ce qu'il y a probablement eu des lacunes, mais tu sais, c'est sûr qu'au niveau émotionnel, je l'avais pas du tout. Tout ce qui est compassion, tout ça, soin comme plus vraiment, tu sais, je l'ai pas, là, je l'ai pas. Par contre, un enfant qui se fait mal, puis qui pleure, ben moi, écoute, quand ils se font mal, là, ils te serrent super serré, puis mhm. ils se blottissent comme s'ils voulaient fusionner, là, ça, j'adore ça. Mais c'était pas compliqué, même si j'avais pas l'espèce de oh, viens ici, je vais te consoler, j'ai pas besoin. Moi, ça, j'aime ça.
Fait que fais-toi marboulette tant que tu veux. Après ça, va te serrer fort, puis ça va être correct, tu sais. Fait que ça, là-dessus, j'ai géré comme ça tout ce qui était pleurs et tout ça. Ma grosse force, c'était vraiment la stimulation intellectuelle, puis tout ce qui était de lui expliquer plein de choses. J'adore expliquer les choses, je m'expliquer n'importe quoi, des logiciels, tout. À 2 ans, il avait son ordinateur à lui. J'étais vraiment... Puis tu sais, il n'y en avait pas d'affaires de télé, là, puis c'est très peu, là. Vraiment très peu. On écoutait les Simpsons ensemble des fois, tu sais. C'était vraiment... C'est quelque chose que j'ai vraiment fait attention. J'avais vraiment un rapport à parler avec, puis à amener des choses, à y faire vivre des expériences. J'aime, tu sais, les premiers touchés, les premières matières. Pour moi, tout est comme tellement intense et comme que j'ai envie de le partager. Si je trouve qu'il y a une texture le fun, je vais te la nommer, je vais nommer son son, je vais te faire vivre l'expérience par petits morceaux parce que c'est comme ça que j'aurais envie de la vivre, c'est comme ça que je la vis quand je vais bien. Alors, c'est comme ça que je l'ai donné. Donc, après ça, tout ce qui est activité extérieure, c'était pas problématique non plus parce que moi, les affaires en dedans, j'ai de la misère plus, là, tu sais, tout ce qui fait du bruit, tout ça. Donc, s'il avait fait du hockey, pauvre petit, il aurait pas vécu son rêve. C'est pas vrai que je vais aller me mettre dans l'arène avec le bzzz. J'ai été correct, c'était pas ça. Mais on avait beaucoup d'activités qui étaient dehors. Être dehors, c'est sain. Moi, être dehors, ça m'apaise. J'ai beaucoup moins de stimuli. Fait, il y avait vraiment moyen de devenir un bon parent, pas malgré les différences, mais conjointement, en équipe avec mes différences. C'est vraiment là-dessus que j'ai misé. On était tout à dehors. On a fait des sports d'extérieur. Fait que, puis tu sais, la lecture, j'ai-tu lu, mais moi, j'aime ça, puis je suis expressive. Puis là, t'es en train de me donner la permission d'être complètement expressive, puis aussi exaltée que ça me tente de l'être. J'étais en train de lire un livre pour enfants. Il y a personne qui va me dire, calme-toi puis parle en adulte. J'ai le droit de parler en bébé, j'ai le droit de faire des voix, j'ai le droit de m'énerver, j'ai le droit de sauter sur place. Puis c'est correct, puis c'est valorisé. Fait que tout cet aspect-là, de pouvoir être moi, j'ai trouvé ça super trippant dans la parentalité. Puis de pratiquer mes affaires, tu sais, mon anglais était pas bon, je lisais des livres en anglais. Tu sais, il y avait comme vraiment un genre de, je m'oublie pas, là, on va avoir du fun. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis à un moment donné, on a commencé à faire du camping avec eux. Puis, tu sais, il y avait des choses comme, il pleut à boire debout, on va jouer au ballon chasseur. Ça va être cool! Tu sais, dans la bouette, puis là, tout trempe tout le monde, puis moi, j'aime ça, le froid, là, puis là, mais c'est du froid chaud, là, c'est pas du froid, là. C'est comme, il fait chaud, mais t'as du froid, c'est capoté, il y a plein de contrastes. Puis là, le monde nous regardait d'un peu, ils sont fous, cette famille-là. Mais, tu sais, il y a eu vraiment des points positifs aussi, fait que, tu sais, c'est pas juste un ensemble de défis. C'est sûr que moi, je me suis sentie apte à être une mère qui a vraiment du bon sens, là. J'ai vu que j'avais des lacunes, puis on a eu beaucoup de difficultés avec ma fille qui a aussi un diagnostic d'autisme maintenant, entre autres. Puis, à un moment donné, une première fois, j'avais rencontré une travailleuse sociale pour me faire évaluer, puis c'était de mon plein gré. Puis, elle m'avait dit non, tu fais tout parfaitement, puis tout ça. Puis finalement, je me suis fait réévaluer à l'adolescence aussi, parce que là, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de nouveaux défis par rapport à ma fille. Puis, le reproche qui est vraiment ressorti, puis je trouvais ça très pertinent et vrai, c'était que j'étais trop en mode solution. Et c'était 100% vrai. Ils m'ont dit, t'es tout le temps en mode solution. Dès qu'il y a quelque chose, t'as pas la bienveillance de viens te confier. Non, tu me dis que t'as un problème, il m'a donné la solution, là. Oui. Moi, j'ai pas ce réflexe-là de comme amener la personne à se confier, tout ça. Ça, c'est sûr qu'il y a eu des lacunes de ce côté-là. OK? Mais pour vrai, là, si je fais mon constat comme parent, puis si moi, mettons qu'on se réincarne, là, puis que j'ai le choix, là, choisir un parent, je me prends. C'est ça. Oui, Isabelle. Mais ton expérience, Valérie, montre bien, en fait, ça va contre le stéréotype qu'on entend malheureusement que, par exemple, les personnes autistes veulent pas avoir de relation ou de lien social, mais aucunement. Tout à fait. Puis, on le voit bien dans la relation avec tes enfants. Tu as su bâtir une relation complètement bidirectionnelle, autant nourrissante pour toi que pour eux. Oui. Donc, ça n'a rien à voir, ces stéréotypes-là. Là. C'est pas le fait... donc, il faut laisser de côté ces idées-là, puisque on le voit bien.
Donc, bâtir une relation avec un enfant, puis être là, le consoler, lui procurer une sécurité autant financière qu'émotionnelle, c'est quelque chose qui s'est développé tout naturellement, là, comme dans d'autres familles pour toi. Ben, tu sais, le côté social, là, le fameux aspect social, des fois, j'en parle justement dans mes conférences, mais je trouve qu'il y a plein d'autres facteurs qui sont pas le fait d'être social ou asocial, qui font que les interactions sociales deviennent extrêmement difficiles pour les personnes autistes. Je me suis juste arrangée pour que ça soit pas de même chez nous, dont le bruit. Mes enfants, très jeunes, ils ont eu des écouteurs de très bonne qualité. Et très jeunes, tout le monde avait ses écouteurs dans la maison. Ça scandalise les gens, OK? Et, oui, on se promène tous avec des écouteurs. Et souvent. Et on tasse l'écouteur quand on veut parler à l'autre. Et ça a permis que, dans le fond, on avait des zones de calme et des zones d'énervement dans la maison. Donc, quand ils étaient plus jeunes, si tu veux t'exciter, c'est pas au rez-de-chaussée. L'excitation, tu sais, comme tout ça. Puis c'est sûr que moi, les cris, non. Tu sais, si tu veux crier, c'est dehors, là. Puis même là, fait que oui, il y a des choses. Il y a une chanson qui dit si les cris des enfants me montent à la tête, tue-moi, là, mais je serais morte, ça fait longtemps, là. Parce que non, là, ça fait. Tu sais, je suis pas une mauvaise mère parce que je veux pas que mon enfant crie. C'est comme ça. Il y a des choses comme ça. Regarde, ma mère n'est pas capable. Les cris, oublie ça. Ça fait pas, là. Fait que, puis les sons de télé dans le vide. Puis finalement, j'ai peut-être pas tant de mérite que ça à pas les avoir mis devant la télé. Je suis pas capable de l'endurer. Oui, j'ai rendu nos relations plus faciles. J'ai enlevé les éléments qui sont trop difficiles. Puis justement, les contextes. Tu sais, quand t'es dehors, tu sais, l'envahissement, tout ça, tu l'as pas, t'es dehors. T'es écarqué un peu, puis t'es déjà correct. Il y a du vide partout! Et rationnellement, c'est bon pour la santé d'aller jouer dehors. Alors, c'est 2 points pour toi, Valérie. Puis est-ce qu'il y a une phase, mettons, développementale qui a été plus difficile pour toi? Mettons, est-ce que bébé, enfant, adolescent, ou tout s'est bien passé? C'est quand même une adaptation aussi à chaque tranche mais d'âge, on si on dirait que veut. mes garçons, ils n'ont pas vraiment eu ça, l'adolescence, là. Je sais pas trop ce que s'est passé, cette affaire-là. J'attends toujours la crise. Par contre, il y a une journée, l'autre fois, je pensais que mon plus jeune, il était en crise d'adolescence, mais ça a fini le soir. Fait que pour moi, il était juste fatigué. Ma fille, c'était vraiment difficile, mais elle avait plusieurs diagnostics dont on n'était pas au courant. Fait que c'est sûr que la colère, les crises, les cris, l'agressivité, puis tout l'aspect de je te lave les cheveux, mais on dirait que je suis en train de te scalper, là. Ça, c'est difficile parce que ça me fait comme quand un enfant crie ou pleure. Tu sais, un enfant qui va pleurer parce qu'il s'est pété la langoulette, c'est pas compliqué, comme je l'ai dit, tu sais. Mais un enfant qui pleure sans arrêt, mais comme elle, ce qu'elle faisait, c'est quand elle pleurait, elle poussait son ventre loin, là. C'est comme si elle se contractait tellement qu'elle virait à l'envers comme une virgule. Fait qu'elle se revirait à l'envers comme une virgule en hurlant, mais c'est pas un enfant que tu peux prendre parce que tu vas la toucher puis ça va être comme une agression pour elle. Fait qu'elle est en détresse totale. Alors moi, je tombe en détresse aussi. Fait que là, moi, dans le fond, je m'assoyais des marches, là, puis je pleurais. Parce que de toute façon, peu importe les soins que j'essayais, c'était ça, là. Ça a été vraiment difficile, là. Mais elle le sait maintenant, puis tu sais, elle est grande, fait que je sais que j'ai la permission de nommer ces choses-là. Elle le nomme elle-même. Mais le lavage des cheveux, c'est vraiment un exemple, là. Puis j'inventais des techniques, là. À la fin, là, je roulais des serviettes sur le bord de l'évier. Je mettais une grande serviette en dessous de l'évier. J'y accotais le cou sur les serviettes qui étaient sur le bord. Elle prenait le jet dans ses mains que je maintenais pour pas que ça éclabousse partout. Pour gérer le bruit puis tout ça, on l'interrompait pas. Elle tassait elle-même la température. Écoute, mais ses cheveux, c'était un amas mêlé. Je pouvais rien faire. Elle voulait pas qu'on les coupe. Elle voulait pas qu'on les brosse. Elle voulait pas qu'on les lave comme ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, j'avais des reproches, là. Tu sais, comme, elle a les cheveux longs, mais c'est dégueu. Puis, mais j'ai lavé, là, mais en même temps, je veux dire, je vais pas à tous les 3 jours attaquer mon enfant à ce point-là. Tu sais, fait que c'est sûr que, tu sais, il y a du monde j'ai eu des jugements de ce côté-là. Mais c'est parce qu'elle est en détresse profonde. Mais coupe les cheveux. On l'envoyait chez la coiffeuse, elle a coupé un pouce de trop, puis c'était comme, ça avait fini, vous m'avez coupé le corps en deux, là. Fait que,
Ça a été un gros rentre-dedans parce que, oui, il y a l'impuissance, mais il y a que je tombais en détresse pour les mêmes affaires qu'elle était en détresse, fait qu'on tombait toutes les deux en détresse. Tu sais, des fois, il y avait des stimuli extérieurs, puis on vivait les mêmes, puis on ne comprenait pas. Fait que là, elle veut sa mère, puis moi, je répondais pas disponible. C'était ma phrase, là. C'est quand je tombais en surcharge, les mots pas disponibles. Puis là, elle avait besoin en même temps, pas disponible. Fait que c'est sûr qu'elle, elle a pas eu nécessairement. Tu sais, si elle avait eu une maman neurotypique, j'aurais. Ben, la maman neurotypique, elle aurait capoté aussi, là. Ben, je sais pas trop, là, mais ça a été. Ça a été une Ouais, épreuve, mettons. Ouais, les surcharges sensorielles de ma fille me rentraient dedans parce que j'y comprenais puis j'y vivais aussi. Tandis que les autres affaires, j'avais pas l'empathie. Tu sais, j'appelle ça une empathie différée que j'ai, OK? J'ai une bonne empathie, mais il faut que je comprenne. Si je comprends pas, j'aurai pas l'empathie. Mais de pas avoir l'empathie m'empêche pas de poser de bons gestes. C'est pas parce que je sais pas ce que ça fait se péter la tête dans le mur parce que je suis pas de même que je pourrais pas te serrer dans mes bras. Fait que tu vas avoir ce que tu as besoin. Moi, je sais pas ce que tu ressens. C'est pas important. Je t'ai collé. Fait que mais là, elle, je savais. Fait que c'était. Ça t'envahissait beaucoup, là. Oui! Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça dur. On m'a demandé de l'aide souvent. Ouais. Puis est-ce que c'est dans tes 3 enfants, c'est la seule qui a un diagnostic d'autisme? Ouais. OK. Ouais. Ouais. Mais on se soupe même pas en famille. Puis ça, Vous c'est allez vrai, c'est quelque dans chose vos que je coins. voulais. Ben, pour vrai, moi, quand je mange, je veux pas que tu me déranges. Je vis déjà bien des affaires, là. Puis quand je mange puis je parle en même temps, ben j'avale plein d'air puis j'ai mal au ventre parce que je suis toute mêlée puis je m'étouffe aussi souvent. Puis en même temps, je comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis moi, je veux comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre avec ma nourriture, là. Surtout que des fois, je mange des affaires que je trouve pas qui goûtent bon, mais ils goûtent bon parce qu'ils sont bons pour la santé. Alors des fois, c'est comme juste, il faut pas que, il faut que je sois comme en train de penser à la vitamine. Je sais pas, mais c'est très rare qu'on va faire un souper en famille. Et ça m'a été souvent reproché, c'est comme si c'est supposé d'être le moment familial où ce que tout le monde parle. Non, je mange, laisse-moi tranquille. Peut-être que vous avez probablement vos moments familiaux particuliers. Jeux de société. Voilà. Donc, ce que des familles créent autour d'un souper, vous le créez probablement autour du jeu de société, le fait d'être ensemble puis de partager un bon moment. Tellement qu'on faisait des tournois avec mes fils, puis on se promenait pour faire des tournois de Magic, puis, tu sais, on avait tellement de jeux de société, à un moment donné, ça avait même plus rapport, là. Là, on en a moins parce qu'on a gardé nos préférés, mais c'était fou. Qu'on a joué. Tu sais, tout le monde jouait, là. C'était incroyable. Mais c'est ça remplaçait vraiment le souper. Ouais. On a fait nos méthodes à nous, on a fait vraiment nos affaires à nous, puis c'est pas la même manière que les autres, je le sais, mais, regarde. Ça semble bien avoir fonctionné pour autant. Ouais. Ouais. Dans les soupers, là. on mange à table avec chacun nos écouteurs et nos affaires. Faut pas entendre être dans sa bulle, justement. Puis, ouais. Quand je mange, là, j'écoute une émission en anglais dans mon téléphone pour pratiquer mon anglais. En même temps, je joue à un jeu en ligne de stratégie. Puis, en même temps, souvent, j'ai une troisième activité sur un autre. Fait que là, je m'entoure de plein d'affaires, puis c'est comme... Je fais tout en même temps. Mais comme, parlez-moi pas! Je suis comme... Tu crées ta bulle. Ouais, j'ai besoin. Parfait. Mais je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode. Puis pour la fin, j'aimerais savoir, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir pendant presque un bon moment, quels seraient les 2 points, les 2 choses que vous voudriez que les gens retiennent? Donc, je vais commencer par Valérie. Quels seraient les 2 points que tu voudrais vraiment que les gens retiennent de l'épisode? La norme n'est pas nécessairement la bonne solution. Avant de dramatiser sur quelque chose, réfléchissez si ça a un réel impact, puis s'il n'y a pas un autre chemin alternatif qui pourrait mieux convenir à tout le monde et être mieux pour tout le monde. Parfait. Ça fait 2, ça. Oui, c'est parfait. Isabelle? Oui, ben pour continuer dans la très bonne idée des normes sociales proposées par Valérie, moi j'aimerais qu'on retienne qu'il y a plusieurs façons d'être mère. Il n'y en a pas qu'une. Et qu'il y a également plusieurs façons de faire famille.
aussi. Ouais. Ouais, il y a plusieurs façons d'être père aussi. Les pères autistes, les pères neurotypiques aussi. Absolument. Tout à fait, tout à fait. Puis je vais donner le mot de la fin aussi à Valérie. Donc, qu'aimerais-tu que qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, toi? Pour terminer, là, qu'est-ce que tu voudrais dire à une personne autiste ou à un proche? Ça peut être un proche aussi des personnes autistes que tu aurais aimé recevoir comme message, mettons. Ben, il y a c'est pas grave. Parce que tout est comme dramatisé, là. Je sais pas, tout est un drame dans la vie, là, ça n'a aucun rapport, là. Il voit des drames partout. Puis, vraiment souligner les forces de la personne parce que quand on se rend compte de nos forces, ils deviennent encore plus forts, là, c'est psychologique. Puis, en même temps, on s'en sert encore plus. Puis souvent, là, ça va vraiment compenser pour le reste. Puis ça peut devenir majeur. Mais si on se concentre bien sur les défis, ben, on n'utilise pas nos forces pendant ce temps-là, puis on progresse pas, je trouve. Fait que je trouve que les gens mettent trop d'emphase sur les défis au lieu de mettre l'emphase sur les forces. Puis si tu mets ça sur les forces, après ça, tu vas voir qu'il y a plusieurs défis qui vont partir, puis après ça, tu régleras ceux qui restent. Ils vont pas partir, mais ils vont être comme solutionnés. Mais je pense que ça termine sur une bonne note. Donc, je tenais à vous remercier chacune. Donc, merci Valérie d'avoir accepté de participer. Donc, les gens on pourra mettre des liens pour que les gens aillent voir un peu plus tes pages et apprendre un peu plus sur toi et d'autres sujets, pas liés nécessairement à la parentalité.